Bien, bonjour à tous. Alors, un petit tour d'horizon sur la suite du cours concernant le répertoire immunitaire. Je vous ai demandé de commencer par lire le livre, page 292. On va regarder ça ensemble. Alors, en fait, il s'agit ici principalement de rappels. Dans ce document, on vous dit que chaque jour, les organes lymphoïdes primaires d'un individu produisent plusieurs dizaines de millions de lymphocytes B et T naïfs. Alors, les organes lymphoïdes primaires, hein, on vous demande de vous référer à ce qu'il y a sur le rabat de la couverture. On en a déjà parlé. Les organes lymphoïdes primaires, eh bien, ce sont principalement l'intérieur des os, ce qu'on appelle la moelle osseuse. Alors, des os longs et des os plats. Donc ici, je vous ai trouvé un petit document, hein. Si vous avez un os de type, pourquoi pas, humérus, eh bien, lorsqu'on en fait une coupe, il y a plusieurs parties dans cet os qu'on ne va pas forcément détailler. Au passage, il y a du sang, hein. Un os est un tissu formé de cellules, donc il faut aussi leur apporter des nutriments. Le tissu peut être bien rigide, peut être spongieux ici, un petit peu comme une éponge, mais ce qui va nous intéresser dans cette partie, c'est qu'il y a à l'intérieur ce qu'on appelle la moelle osseuse. Ce sont des cellules qui n'arrêtent pas de se diviser, des cellules souches, et qui vont former, hop, je vous ai trouvé un autre petit schéma, eh bien toutes ces cellules-ci. Et quand vous les regardez, bah, vous les connaissez, alors peut-être pas dans le détail des noms, mais c'est le lieu de production des globules rouges. Un globule rouge, ça dure à peu près 100 jours, donc en permanence, ils sont fabriqués dans la moelle osseuse de nos os. Et puis, bah voilà, tous nos globules blancs sont aussi en permanence fabriqués dans la moelle osseuse, ainsi que les plaquettes. D'accord? Donc ça, c'est important. Chaque jour, on fabrique des millions et des millions de cellules ici présentes, et celle qui nous intéresse, naturellement, ça va être les lymphocytes. Donc, on va avoir formation de ces lymphocytes B et de ces lymphocytes T naïfs. Cette formation, on l'a déjà vu, entraîne des lymphocytes B et T qui ont des récepteurs membranaires complètement différents. D'accord? Et on va essayer de comprendre ce qui se passe. La suite du texte, vous l'avez vu, ce sont des rappels et c'est présenté à droite, pardon. Ici, on est, alors c'est pas marqué, hein, mais ces lymphocytes naïfs, lymphocytes B, lymphocytes T, vont se mettre dans des casernes qu'on appelle les ganglions, ou pour être beaucoup plus précis, hein, c'est ce qu'on appelle les organes lymphoïdes secondaires. Donc on a tous les ganglions, et puis vous avez aussi la rate qui fait partie des organes lymphoïdes secondaires. Voilà, d'autres noms on s'en fiche un peu dans les détails. Quoi qu'il en soit, dans ces ganglions, eh bien, ça c'est le cours qu'on a déjà vu. Les lymphocytes sont naïfs jusqu'à ce qu'un antigène ou une CPA vienne activer tout ça et on fait une sélection clonale. D'accord? Alors la question qu'on va se poser désormais, c'est bien beau de faire une infinité variété de nos lymphocytes B, lymphocytes T, mais comment ça se réalise? D'accord? Comment ça se réalise? Puisqu'on a quand même un sérieux problème, on est capable de fabriquer des millions d'anticorps membranaires, hein, de récepteurs membranaires de type B ou de récepteurs membranaires de type T, alors qu'on a grosso modo que 20 000 gènes. Donc là, mathématiquement, il y a un petit problème. Alors, comment c'est possible? Comment, dans la moelle osseuse, les cellules sont capables de créer des millions de lymphocytes différents, spécifiques? Eh bien, alors, dans le détail, c'est assez compliqué. Ce schéma vous présente juste les grandes lignes et c'est ce qu'on vous demande de retenir en terminale. Alors, qu'est-ce que vous connaissez depuis au moins la première? Eh bien, vous avez une cellule. Dans une cellule, si on considère un gène, eh bien, sous l'effet d'influence extérieure, ce gène va pouvoir être exprimé et donner une protéine précise. Alors, là, quand même, un gros warning, puisque maintenant vous êtes très fort en génétique, et vous savez que ce n'est pas tout à fait exact, hein. Un gène va donner un ARN qui va pouvoir subir des épissages différents et cet ARN, une fois maturé, va donner une protéine précise. Donc un gène donne plusieurs ARN et en fonction du type cellulaire, ça va donner telle ou telle protéine. D'accord? Bon, ça nous intéresse peu, mais c'est bien de préciser un peu les choses.
Quoi qu'il en soit, c'est pas ça ce mécanisme, hein. Le mécanisme qui va pouvoir fabriquer des millions de récepteurs membranaires différents, il est un petit peu différent. Alors nous sommes ici, par exemple, on est dans la moelle osseuse, hein, d'accord? On est quelque part dans la moelle osseuse et on considère une cellule souche qui va donc se diviser en permanence pour fabriquer par exemple des lymphocytes B ou des lymphocytes T. Dans cette cellule souche, eh bien, vous avez de l'ADN, bien entendu, hein, le même ADN d'ailleurs que dans toutes vos cellules. Alors, ce qui est intéressant, c'est de considérer que parmi tous les gènes, eh bien, certains gènes vont être des gènes dédiés à la mise en place, à la fabrication, on va dire, du récepteur membranaire. De type B ou de type T, c'est exactement la même chose. Donc là, on prend l'exemple des lymphocytes B, d'accord? Mais tout ce que je vais dire ici est vrai aussi pour les lymphocytes T. Donc je vais parler que de lymphocytes B pour que ce soit plus simple, mais considérez que c'est la même chose pour les lymphocytes T. Alors, dans cette cellule souche de lymphocyte B, il y a plusieurs gènes qui peuvent intervenir dans la mise en place du récepteur B. Mais regardez ce qui se passe. Donc là, on a mis des numéros, hein. Au passage, d'ailleurs, ce n'est pas des gènes en entier, c'est même des fragments de gènes. Donc un gène donné qui peut intervenir dans la fabrication du récepteur B, eh bien, va être divisé en plusieurs parties. Et là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que quand cette cellule souche se divise, eh bien, la totalité des gènes qu'elle possède ne va pas être transmise à la cellule fille. C'est-à-dire, seule une partie, et de façon complètement aléatoire, c'est ça qui est intéressant, c'est le mot de hasard, il va y avoir qu'une partie de tous les fragments qui vont se retrouver à l'intérieur de la cellule fille. Donc là, vous avez plusieurs exemples. La cellule souche, initialement, elle a énormément de fragments qui peuvent intervenir dans la formation de récepteurs, mais par contre, cette cellule fille, elle a gardé que le fragment 1,5,7. D'accord? Ça s'est fusionné pour donner, on va dire, un gène de récepteur. Alors que celle-là, c'est pas la même chose. Elle a gardé les fragments 2, 4, 8. Celle-là, 1, 2, 9, 3, 4, 6, 2, 6, 9, etc. Et vous comprenez qu'avec ce mécanisme d'association complètement au hasard de fragments de gènes que possède la cellule initiale, eh bien, on peut former des millions, hein, des millions de combinaisons possibles. De toute façon, c'est très schématique. Là, on s'arrête à 9, mais en réalité, il y a bien davantage de fragments. Naturellement, cette cellule-ci par rapport à celle-ci, par rapport à celle-ci, eh bien, ne possède pas exactement, hein, la même combinaison de gènes. Si bien que son récepteur membranaire, ici le récepteur B, eh bien, hop, va être différent, par exemple, de celui-ci, qui va être différent de celui-ci, etc., etc. D'accord? Donc là, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à partir de quelques gènes présents dans la cellule souche, eh bien, en s'amusant à les découper et puis à les rassembler un petit peu n'importe comment, alors c'est pas n'importe comment, vous doutez bien, il y a une logique qui est assez compliquée, mais quoi qu'il en soit, il y a le hasard qui intervient, ça c'est certain. Eh bien, on arrive à une infinité de protéines, hein. Les protéines ici, hein, il y a une infinité de récepteurs membranaires, hein, dont on a largement parlé. Ici, des récepteurs membranaires de type B, mais j'insiste, on a exactement le même mécanisme chez les lymphocytes T. Donc c'est assez magique, assez génial. À partir d'un ADN initial qui est tout le temps le même, eh bien, on va pouvoir, par ce jeu de construction, on peut dire, hein, de cassure et construction, former des millions de récepteurs B différents ou des millions de récepteurs T différents. Alors, forcément, on va se poser la question, est-ce que tous ces récepteurs peuvent fonctionner? Est-ce qu'ils peuvent tous reconnaître un antigène? On va voir que non, il va falloir après faire une sélection.